Bienvenue dans ce second podcast sur la cathédrale Notre-Dame de l'Ascension. La dernière fois, nous avons parlé de politique et cette fois-ci, nous allons parler histoire de l'art. En effet, car si la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Montauban est tout à fait particulière et singulière, c'est notamment par son style architectural, inspiré du classicisme du XVIIe siècle. Et donc c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, à mettre en perspective avec les intentions politiques qui se cachent derrière cette esthétique. La première pierre de Notre-Dame de l'Ascension est posée en 1692, à la fin du règne de Louis XIV, et elle sera inaugurée et consacrée en 1739. Et à l'époque, le goût architectural est évidemment au classicisme, avec comme modèle et référence le château de Versailles évidemment, mais encore trop baroque, on va plutôt s'inspirer du château de Vaux-le-Vicomte, conçu en 1656 par Louis le Vau pour Nicolas Fouquet. Propre au XVIIe siècle et à la première moitié du XVIIIe siècle, ce style classique est notamment théorisé dans un essai de François Blondel, un architecte de la seconde moitié du XVIIe. Il s'inspire lui-même des écrits de Vitruve, un architecte antique romain, qui va mettre en valeur la sobriété, la géométrie des formes et une esthétique de la rigueur, qu'on retrouve tout à fait dans l'architecture et le style, la composition de la cathédrale Notre-Dame de l'Ascension à Montauban. Mais alors, pourquoi une nouvelle cathédrale en 1692 ? En fait, il y avait déjà une cathédrale à Montauban, mais lors du contexte troublé des guerres de religion dont nous avons déjà parlé précédemment, elle est brûlée en 1561 par les protestants. C'est pour ça que Louis XIV lui-même décide de missionner des architectes royaux, qui seront dans un premier temps Jules Hardouin-Ronsard, puis François d'Orbay et Robert de Cotte, pour construire un nouvel édifice religieux catholique dans cette ville anciennement protestante. On pourrait s'attendre à une architecture baroque et beaucoup plus sophistiquée, dans une logique de contre-réforme, en réaction au protestantisme, mais en fait, comme la cathédrale est construite plus tardivement au cours du XVIIe siècle, 1692, eh bien on va avoir une architecture classique beaucoup plus sobre et austère qui va se rapprocher des canons protestants iconoclastes, tout en faisant appel évidemment au modèle antique, avec un tas d'éléments architecturaux que nous allons voir en observant la façade. Et c'est donc ce que nous allons faire tout de suite, puisqu'il faut bien comprendre en quoi l'extérieur de la cathédrale Notre-Dame de l'Ascension est de style classique. Premièrement, vous pouvez constater, si vous l'observez de l'extérieur, que la façade se démarque totalement du reste des édifices de la ville. En effet, nous sommes dans le sud-ouest, les bâtiments sont en briques roses, notamment, alors que la façade est en pierre blanche, ce qui implique déjà des coûts importants de transport pour cette pierre qui vient d'une autre région, possiblement. Et en plus, elle permet de rappeler aux habitants que le pouvoir est détenu par un État centralisé et fort qui se trouve à Versailles, dans le nord de la France, où globalement tous les édifices sont bâtis en pierre blanche. C'est donc un moyen pour la monarchie d'assurer sa domination sur le sud-ouest protestant. En plus, la cathédrale est bâtie sur le point culminant de la ville. Elle est l'édifice le plus en hauteur et le plus haut. Aussi, elle a été construite sur des quartiers qu'on n'a pas hésité à raser pour pouvoir bâtir les fondations de la cathédrale, mais aussi son parvis. Attardons-nous maintenant à la composition de cette façade. Vous avez un premier niveau, au rez-de-chaussée, où l'on trouve les portes. D'abord la grande porte charretière au centre, encadrée par une colonnade jumelée d'ordre dorique, avec de chaque côté des portes dites piétonnes qui sont en fait plus petites car ce sont celles d'usage. Et enfin, à chaque extrémité, des petites niches qui étaient faites à l'origine pour accueillir des statues, mais qui finalement n'y sont plus, elles-mêmes entourées de pilastres sans bossage. Le tout est surmonté par un entablement, décoré par une frise d'ordre ionique, sur lequel repose le deuxième niveau. Et ce deuxième niveau est fait de 3 parties en fait. Vous avez d'abord un avant-corps frontal, au-dessus de la colonnade de la porte charretière, où vous trouvez 4 statues, qui sont celles des docteurs de l'église, on y reviendra, un vitrail central, et des pilastres d'ordre ionique, par-dessus duquel vous avez encore un entablement très simple, et le fronton, surmonté des statues de la foi et de l'espérance, ainsi que d'une croix.
Et enfin, de chaque côté, rechutent des ailerons sans volute, qui nous ramènent vers 2 campaniles à chaque extrémité de la façade, qui étaient à l'origine surmontés de bulbes en cuivre, mais qui ont été enlevés en 1831. Et maintenant, si on y regarde plus en détail, on observe dans les ornements de la façade les références à l'antique dont nous parlions en introduction. C'est-à-dire que vous avez déjà ce fronton triangulaire, puis les colonnes et les pilastres, avec des chapiteaux d'ordre dorique au premier niveau, puis ionique avec des volutes au second niveau, et puis les frises des entablements composés de métopes et de triglyphes, ce qui est tout à fait classique et qu'on retrouve un peu partout. C'est encore un ordre ionique qui rajoute à l'austérité de la façade. Puisque tout ceci se rapporte à la volonté classique, et bien tout simplement d'épurer le style, et donc de faire disparaître le plus possible d'ornements tout en conservant une esthétique de la muralité. Et on retrouve encore cette volonté classique d'élision des ornements par le fait que les niches soient vides, qu'il n'y ait pas de bossage aux pilastres ni aux colonnes. Vous avez très peu de tables, et elles sont très simples car pleines. Vous avez notamment une table et une console au-dessus de la porte charretière. Vous observez aussi que les chambranles des baies sont tout à fait simples et linéaires. Vous avez quand même quelques guirlandes, notamment une au-dessus du vitrail, et une au-dessus des tables qui se trouvent au-dessus des niches, au premier niveau, et quand même des petits mascarons au-dessus des baies des campaniles. Aussi, vous retrouvez un ornement important, qui est celui du tympan du fronton, au deuxième niveau, dans lequel se trouvent en fait des guirlandes, et surtout les armoiries du royaume de France et de Navarre, symbole du pouvoir. Puis on observe aussi une élision des ornements aux angles, puisqu'on ne trouve pas de bossage comme il est naturel d'en trouver dans beaucoup d'édifices du XVIIe et du XVIIIe siècle dans le nord de la France, ce qui va permettre en fait d'ouvrir la composition, d'imposer la formidable dimension de la façade, qui va être renforcée par l'aspect géométrique des colonnades et du fronton triangulaire. Et on est bien là dans une logique de l'architecture classique, avec cette dimension formidable de la cathédrale qui a pour but de montrer d'abord la puissance versaillaise, mais aussi d'intimider une population protestante qu'on va essayer de convertir par le biais notamment, comme je le disais, des 4 statues des docteurs de l'Église sur l'entablement du premier niveau, puisque ce sont des théoriciens comme Thomas d'Aquin par exemple, du Moyen-Âge ou de l'Antiquité, qui vont servir de pédagogie pour convertir une population profane et hérétique. Et cette volonté-là d'intimidation, de représentation du pouvoir et de conversion, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est aussi celle qu'on va retrouver à travers les différents choix esthétiques et artistiques, architecturaux, de l'intérieur de la cathédrale, qui répond tout à fait aux mêmes enjeux que son extérieur. Donc la façade est tout à fait représentative du style classique, mais on va voir que l'intérieur aussi. À l'intérieur, la cathédrale répond aussi au canon du classicisme architectural. Il faut s'imaginer déjà que la nef est coupée en son centre par le transept. C'est une forme de cathédrale en croix grecque. Les travées du plafond sont rythmées par des voûtes qui sont des arcs en anse de panier, qui vont reposer sur un entablement d'ordre ionique, comme on a déjà vu pour la façade, qui est un ordre austère qui va favoriser ce qui est prôné par le classicisme, c'est-à-dire la sobriété des formes et des ornements. Et cet entablement repose d'ailleurs sur des colonnes qui sont sans bossage, elles sont lisses. Malgré cette élision ornementale, on va quand même trouver des trompe-l'œil sur les écoinçons de la coupole à la croisée du transept, mais les couleurs très pâles, c'est-à-dire un blanc et du bleu très clair, vont renforcer l'austérité de la composition à l'intérieur de la cathédrale. Bien qu'il y ait cette volonté d'une architecture classique, on retrouve toutefois à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame de l'Ascension des évolutions qui sont propres à des problématiques de l'époque moderne, et encore plus au cas particulier de Montauban, où il faut favoriser la conversion d'une population protestante et réfractaire au catholicisme. De ce fait, on va retrouver toute une stratégie architecturale pour favoriser ce phénomène-là,
et toucher, séduire un plus large public. De ce fait, les architectes vont prévoir de percer des baies qui vont permettre d'illuminer la nef et le transept, comme cela se faisait déjà dans les temples protestants. Au XVIIIe siècle, on va installer une chaire à prêcher en bois dans la nef, ce qui va permettre de se faire entendre par une plus large assemblée. En plus de tous ces aménagements qui visent à toucher le public protestant et à leur être favorable, on va aussi installer des peintures représentant les saints et des statues notamment de Marc Arcis, des docteurs de l'Église, dans les différentes et nombreuses chapelles de la cathédrale. L'intérêt ici, c'est donc non seulement de faire de la pédagogie auprès des fidèles par le biais de peintures qui soient plus proches d'eux dans une ambiance beaucoup plus lumineuse et claire, mais c'est aussi, dans le cas précis de Montauban et des autres villes protestantes, de convertir la population réformée qui est majoritaire en cette fin du XVIIe siècle. L'avantage d'une architecture classique et d'une esthétique de la sobriété, de la rigueur qui lui est propre, est justement de rapprocher l'Église de la population réformée. Alors que si la cathédrale avait été conçue dans un style baroque, avec des ornementations à outrance, eh bien on ignore quelle aurait été la réaction et s'il y aurait eu des heurts. Là, c'est tout à fait stratégique, on répond aux besoins royaux et catholiques, sans se mettre complètement à dos la population réformée. Cependant, les évolutions ultérieures au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle et au XIXe siècle vont s'éloigner de cette esthétique austère et sobre, puisque on n'est plus dans une logique de conversion des protestants après 1788 et la reconnaissance de leur culte par le gouvernement de Louis XVI. Le style classique perd alors complètement de son sens, au profit d'une décoration et d'une ornementation qui est ostentatoire. Et on trouve divers exemples au sein de la cathédrale Notre-Dame de l'Ascension, avec notamment dans certaines chapelles des entablements en marbre rose, des colonnes également dans ce même marbre, qui sont elles surmontées d'un chapiteau corinthien, donc un ordre très riche, qu'on va plaquer or. On retrouve d'ailleurs des dorures sur la chaire à prêcher, on a un autel qui est lui aussi décoré, on a dans d'autres chapelles des trompe-l'œil muraux en peinture, pour rajouter du relief à ces parois qui étaient d'abord dans une esthétique et dans une logique de muralité. Et puis aussi, on va rajouter cet énorme baldaquin monumental du Second Empire dans le chœur. En conclusion, la cathédrale Notre-Dame de l'Ascension est conçue dans un style classique qui lui est propre, mais va connaître des évolutions architecturales qui vont s'en éloigner complètement, voire être au total opposé de ce qu'ont voulu les architectes royaux de Louis XIV. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer des évolutions architecturales de la cathédrale Notre-Dame de l'Ascension ? Eh bien tout simplement, on observe qu'un édifice qui est censé représenter le pouvoir va se servir de l'architecture pour répondre à des enjeux politiques, sociaux et culturels propres à son époque, et que donc l'architecture va évoluer en fonction, au cours de l'histoire. On observe alors qu'au XVIIe siècle, le classicisme architectural permet à l'Église et au pouvoir en place de favoriser la conversion d'une population protestante. Alors qu'au XIXe siècle, l'Église est plutôt dans une logique d'affirmation de sa richesse et de sa puissance par le biais d'une architecture beaucoup plus ostentatoire, dans un contexte de sécularisation. C'est terminé, c'était la fin de ce podcast en 2 épisodes sur la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Montauban. C'était Mathis Bonhomme, étudiant en histoire à l'université Champollion d'Albi. Merci de m'avoir écouté.